Merci, mon cher président, pour votre présentation. Pour tout vous dire, j'étais hier à l'entraînement à Val d'Isère sur le stade de slalom. Mesdames, Messieurs, vous devez vous demander quel lien il peut y avoir entre cette mouche que vous voyez ici photographiée et Homo sapiens. C'est ce que nous allons voir dans un instant ensemble. Je voudrais vous faire pénétrer aujourd'hui dans un domaine qui me fascine depuis une trentaine d'années, la génétique du développement embryonnaire. De nombreux laboratoires ont travaillé sur ce sujet, en fait dans la plus grande discrétion. Comme l'a rappelé notre président, avant de me consacrer à la chirurgie cardiaque, j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans la chirurgie expérimentale. J'ai donc opéré de nombreux animaux, des petits rats de 200 à 300 grammes, plusieurs centaines de chiens, des porcs et des babouins. Dans les années 1960, j'étais frappé par les similitudes entre l'anatomie de ces différents animaux et le corps humain. Mais à l'époque, je ne m'expliquais pas pourquoi. Les découvertes récentes de la génétique de l'embryologie nous ont apporté des réponses fascinantes à ce sujet. Je vais donc essayer d'aborder avec vous, sous un éclairage particulier, ce que nous sommes en réalité profondément ancrés dans l'évolution des êtres pluricellulaires. Vous me permettrez de solliciter toute votre attention, parce que nous sommes dans l'heure digestive, car j'ai regroupé une vingtaine d'exposés pour vous faire cet exposé aujourd'hui. Vous allez me demander pour quelle raison je ne prends pas mon temps pour vous faire un exposé annuel. Eh bien, compte tenu de mon grand âge, je sais, et je vous répondrai, que je sais que je n'aurai pas le temps matériel de le faire. Ce schéma nous montre qu'un nombre limité de gènes placés de façon contiguë sur les chromosomes dirigent en cascade le développement embryonnaire. En haut, vous voyez l'axe du corps de la mouche drosophile. Ces gènes ont été découverts dans les années 1980, donc c'est tout récent. Or, il a été mis en évidence que pratiquement les mêmes gènes agissent sur le développement embryonnaire de tout le monde animal, y compris les êtres humains, comme l'indique ce schéma en bas. D'abord, il faut que je vous rappelle ce que c'est qu'un gène. Un gène est un segment d'ADN, lequel est le dépositaire de l'information génétique. Et ce sont les gènes qui sont responsables de la fabrication des protéines dans les cellules. Or, chez l'homme, on sait maintenant que nous avons seulement 23 000 gènes qui codent pour ces protéines. On sait aussi qu'en fait, ces gènes occupent seulement 2% du total de l'ADN. Que sont donc ces protéines ? Les chaînes protéiques, très nombreuses, vous en apercevez l'une d'entre elles, sont fabriquées à partir des 20 acides aminés lévogyres du monde vivant, et cela depuis l'origine de la vie. Ces chaînes jouent un rôle crucial au cours du développement embryonnaire que je vais vous exposer. Ces protéines constituent la structure de tous les tissus, de tous les organes, et il en existe plus de 100 000 différentes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît indispensable
de vous rappeler quelques notions fondamentales. Donc l'ADN est un acide nucléique composé de nucléotides et sa double hélice ici représentée a un squelette fait d'un sucre très stable, le désoxyribose, avec un groupement phosphate. Les barreaux de cette hélice sont 4 bases azotées complémentaires, ici figurées, complémentaires 2 à 2, l'adénine appariée à la thymine et la guanine à la cytosine. Donc l'alternance de ces 4 bases, 4 lettres de l'alphabet, explique que l'information génétique de tout le monde vivant est simplement un alphabet de 4 lettres, dit ATGC, qui est universel. Alors, comment l'ADN va-t-il transmettre cette information génétique? Les gènes, comme le montre ce schéma en haut à droite, par un processus dit de transcription, après séparation des 2 brins d'ADN sous l'action d'une enzyme, vont former une copie de l'information génétique dans un acide ribonucléique que l'on appelle messager. Cet ARN pré-messager comporte des portions qui ne codent pas pour des protéines qu'on appelle des introns, qui forment des boucles qui sont visibles en microscopie électronique que vous voyez ici à gauche, indiqué par la flèche rouge. Cet ARN pré-messager comporte d'autres segments qu'on appelle des exons, qui eux vont coder pour les protéines. Par un processus biochimique dit d'épissage, les introns, ces boucles, sont excisés et les exons sont raccordés entre eux, comme le montre ce schéma, pour former l'ARN messager, ici représenté à droite. En fait, avec ces 23 000 gènes dont je vous ai parlé, l'homme est capable de produire plus de 100 000 protéines différentes, car, en fait, des portions d'exons peuvent aussi être excisées, si bien qu'un seul gène peut donner naissance à plusieurs protéines. L'ARN messager va être ensuite transporté à travers la membrane du noyau dans le cytoplasme au niveau de petites formations extraordinaires uniquement visibles en microscopie électronique qu'on appelle les ribosomes, qui ont été découverts dans les années 50 et que l'on voit ici photographiées à droite. Ce sont ces petites boules. La fonction des ribosomes est de fabriquer ces chaînes protéiques. C'est ce qu'on appelle le processus de traduction. Ce schéma à gauche vous montre que l'ARN messager va se déplacer entre les 2 parties du ribosome comme une bande magnétique le ferait dans un lecteur de cassette. La lecture du message codé se fait par triplet de bases azotées que porte l'ARN messager et qu'on appelle des codons. Chaque codon, depuis l'origine de la vie, correspond à l'un des 20 acides aminés du monde des vivants. Et c'est ce tableau des correspondances entre les deux qu'on appelle le code génétique. Donc le ribosome va faire avancer l'ARN messager codon par codon, tandis qu'un autre ARN dit de transfert, qui est indiqué par la flèche rouge, est chargé d'amener au ribosome les acides aminés correspondants. Ainsi va s'effectuer de proche en proche, dans ces ribosomes, les synthèses des protéines, processus fondamental du vivant. Tous les êtres vivants, depuis l'origine de la vie, possèdent des ribosomes. Par contre, les virus sont incapables de synthétiser des protéines car ils sont dépourvus de ribosomes. Et c'est pourquoi ils utilisent le matériel des cellules nucléées pour fabriquer des protéines. Il y a quelques années, on pensait que la plus grande partie de l'ADN n'avait pas de fonction. C'est pourquoi on le surnommait ADN poubelle.
On s'est rendu compte récemment que l'essentiel de l'ADN a en fait une fonction essentielle dans la régulation de l'expression des gènes. On l'appelle donc maintenant ADN non codant. Il est à l'origine de milliers de protéines régulatrices de l'activité des gènes. Ces protéines vont se fixer sur des segments d'ADN pour les activer ou les inhiber. L'ADN non codant est à l'origine de toute une série d'acides ribonucléiques, les micro-ARN, les ARN interférents, qui bloquent également la transcription des ARN messagers ou leur traduction. C'est ce qu'on appelle les mécanismes épigénétiques qui ont une importance considérable dans le développement embryonnaire et la différenciation des tissus. Ils ont été mis en évidence il y a seulement une vingtaine d'années. Ce terme épigénétique, qui vient du grec, a été bien choisi, car il signifie par-dessus les gènes. En effet, ce sont des milliers de molécules fabriquées par l'ADN non codant ou certaines molécules chimiques méthyl ou acétyl qui se fixent sur les gènes pour les activer ou les inhiber, mais sans modifier la structure de l'ADN. D'ailleurs, on sait que certaines modifications épigénétiques peuvent devenir héréditaires. On en a plusieurs exemples. Il faut nuancer toutefois cette notion d'ADN non codant. Un projet de recherche appelé ENCODE, qui a coûté plus de 280 millions de dollars et regroupé de nombreux laboratoires, a en effet conclu en 2013 qu'une partie de l'ADN, environ 20%, n'a en fait pas de fonction car elle est le résultat d'une évolution biologique. Elle est composée de transposons ou de pseudogènes. La régulation de l'expression des gènes est donc fondamentale pour expliquer le développement embryonnaire dont je vais vous parler, ainsi que la différenciation des différents tissus et organes. En dépit de la grande diversité de formes et de tailles, tous les organismes vivants pluricellulaires partagent pratiquement les mêmes gènes et les mêmes mécanismes de signalisation moléculaire. Cela est vrai pour des espèces aussi différentes que les insectes et les vertébrés. Il existait déjà au moins 80% des gènes de l'homme dans l'ancêtre commun des vers, des insectes et des hommes. Et moins de 10% de ces gènes sont consacrés au développement embryonnaire. Alors, prenons d'abord l'exemple du développement de ce petit ver transparent qu'on appelle le nématode C. elegans, que vous voyez ici, long de 1 mm, qui a pu être suivi en détail à partir de son génome qu'on a séquencé. On connaît exactement le mécanisme moléculaire de son développement. Chez ce petit ver, qui comporte au total 959 cellules, le devenir de chaque cellule est connu, ainsi que le développement détaillé de son système nerveux. Son embryogénèse dure seulement 16 heures et peut être entièrement observée in vitro. Au niveau moléculaire, beaucoup des mécanismes du développement de ce petit ver sont semblables à ceux des insectes et des vertébrés et dépendent de gènes analogues. Donc, il nous a beaucoup appris. Dans les années 1980, l'étude du développement de la mouche drosophile, qui a transformé notre compréhension de la façon dont les gènes gouvernent le développement de l'embryon, a montré que la plupart des gènes qui contrôlent l'organisation du corps de la drosophile se retrouvent chez les vertébrés et donc chez l'homme. Cette mouche nous a donc fourni des clés
pour comprendre la génétique moléculaire de l'embryon humain. Le développement de la drosophile a été particulièrement étudié pour plusieurs raisons. Sa durée de vie courte, de 10 jours, la nature de ses chromosomes, qui sont de grande taille et réduits à 8, ce qui se prête bien à des manipulations génétiques. En 1995, l'attribution du prix Nobel de médecine à Christine Nusslein-Vollard, Eric Bischoff, Edward Lewis a couronné plus de 20 ans de leurs recherches sur le contrôle génétique du développement embryonnaire de la drosophile, malheureusement dans la plus grande discrétion. Ils avaient eu des précurseurs. Au début du XXe siècle, l'Américain Thomas Morgan, ici photographié à gauche, qui travaillait déjà sur la mouche drosophile, avait présenté sa théorie chromosomique de l'hérédité. Bien entendu, à l'époque, on ignorait la nature chimique des gènes et les modalités de leur action. Ce sont des biologistes russes, dans les années 1920, qui ont les premiers essayé de comprendre le rôle des gènes dans le développement embryonnaire et l'évolution animale. Deux généticiens russes, Elisaveta Balkachina et Boris Astorov, découvrirent deux nouvelles mutations produisant des remplacements d'ailes chez la mouche drosophile. Malheureusement, leurs recherches furent interdites pour des raisons politiques jugées bourgeoises et décadentes par le Parti communiste sous l'influence d'un agronome russe qui s'appelait Trofim Denisovitch Lysenko, que vous voyez à droite. Ce dernier, protégé par Staline, défendait l'hérédité des caractères acquis et s'opposait à l'hérédité mendélienne en s'appuyant sur des impostures pseudo-scientifiques. Il affirmait l'incompatibilité de la génétique avec le communisme. La plupart des généticiens russes qui étaient en avance furent donc inquiétés, exilés ou envoyés au goulag. Mais à l'époque, sa théorie de la vernalisation du blé d'hiver et la collectivisation forcée de l'agriculture avaient entraîné des famines épouvantables en Russie. Et pourtant, la transmission de caractères acquis a été remise à l'ordre du jour récemment avec le développement de l'épigénétique. Donc revenons au développement embryonnaire de notre mouche drosophile que l'on connaît en détail. Au départ, l'œuf, l'ovocyte de la drosophile, est pourvu d'un cytoplasme d'origine maternelle dont les constituants sont répartis de façon inégale. Cet œuf que vous voyez est le siège de division de ces noyaux et forme un syncytium qui illustre cette vidéo avec ses multiples noyaux. Le cytoplasme de ce syncytium contient d'ailleurs des ARN messagers et des protéines d'origine maternelle de concentration inégale. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo en accéléré, ils sont à l'origine du début de la segmentation de l'œuf, de la mouche, en délimitant une région antérieure, une région postérieure, une région dorsale d'une larve en quelques heures. Ensuite vont intervenir en cascade 3 groupes de gènes de segmentation qui divisent l'embryon en une série de bandes et déterminent l'axe céphalo-caudal. Successivement, les gènes GAP qui déterminent les grands blocs de l'embryon, les gènes PER-RUL qui interviennent dans l'organisation segmentaire et les gènes de polarité segmentaire qui contrôlent l'organisation de chaque segment
comme le montrent ces photographies. Enfin, vont rentrer en jeu des gènes dits homéotiques, ou gènes architectes, qui organisent la structure du corps. Ces gènes, chez la mousse drosophile, sont localisés de façon contiguë sur le chromosome 3. Je vous rappelle que cette mouche a 8 chromosomes. Et ils s'expriment successivement selon leur ordre de localisation. Ainsi, le complexe Antennapedia comporte 5 gènes qui vont diriger la structure de la tête et des 2 premiers segments thoraciques. Le complexe bithorax, au-dessous, comporte 3 gènes qui organisent la structure de la région postérieure du second segment thoracique, du 3e segment thoracique et des segments abdominaux. Entre ces 2 complexes, Antennapedia et bithorax, est intercalé, comme vous le voyez, un long segment d'ADN non codant à l'origine de protéines régulatrices de ces gènes. Les gènes de l'axe antéro-postérieur, dont nous avons parlé, se retrouvent dans tout le règne animal. Les vertébrés et l'homme possèdent, eux, 4 groupes de gènes homéotiques qu'on surnomme les gènes OX, qui sont localisés non pas sur un seul, mais sur 4 chromosomes. Ces gènes OX s'expriment d'avant en arrière sur l'embryon. Que ce soit chez la drosophile, la souris ou l'homme, ces gènes s'expriment de façon corrélée avec leur localisation chromosomique, comme le montre très bien ce schéma. Ces gènes sont pratiquement identiques des insectes aux vertébrés. Or, on estime qu'il y a eu un ancêtre commun il y a environ 600 millions d'années, comme l'a montré l'étude des ARN des ribosomes. L'évolution animale s'est ensuite faite par une série de duplications de ces gènes homéotiques. Si vous voulez bien, abordons maintenant la génétique du tout début du développement embryonnaire de la souris à l'homme. Un être pluricellulaire, vous le savez, commence sa vie sous forme d'une cellule unique. Tous les embryons vertébrés passent par les mêmes stades de développement. L'ovocyte fécondé est une cellule que l'on dit totipotente, car elle peut produire toutes les cellules de l'organisme. Son cytoplasme contient des ARN messagers et des protéines régulatrices de gènes d'origine maternelle. Il se divise en cellules sphériques, identiques ou blastomères. Jusqu'au stade de 8 blastomères, les cellules restent totipotentes, donc capables d'exprimer la totalité du génome. À partir du stade de 16 blastomères, l'aplatissement des cellules périphériques donne à l'œuf un aspect lisse et prend le nom de morula. Morula signifie petite mûre, avec 2 types de cellules dont le mécanisme de différenciation est soumis à des contraintes mécaniques, donc tout de suite épigénétiques. Elles vont donner des cellules périphériques à l'origine du tropoblaste et des cellules centrales à l'origine de l'embryon, illustrées par ce schéma à droite. Ces dernières sont devenues pluripotentes, elles ne pourront donc que se différencier vers des tissus spécifiques. Le développement embryonnaire des cellules centrales de la morula va se poursuivre par un phénomène qu'on appelle la gastrulation, que l'on observe chez tous les vertébrés malgré des différences entre les espèces. La gastrulation, comme le montre cette vidéo, commence par l'invagination de cellules à un stade où l'embryon ne comporte qu'une seule couche de cellules. À la fin de la gastrulation, l'embryon comportera 3 feuillets cellulaires. Un feuillet interne ou endoderme,
un feuillet intermédiaire ou mésoderme et le feuillet externe ou ectoderme, comme le montre cette vidéo. Après la gastrulation, les 3 feuillets cellulaires sont engagés dans la voie de la différenciation, car ils comportent 3 lignées de cellules différentes. L'une des conséquences est la formation d'un cylindre de cellules mésodermiques qu'on surnomme la corde dorsale, issue du nœud de Hensen, qui détermine la ligne médiane antéro-postérieure, donc l'axe principal de l'embryon que vous voyez ici figurer sur ces schémas. Avec l'essor de la génétique, on a pensé que l'embryogénèse était contrôlée par l'expression d'une cascade de gènes spécifiques du développement. Donc, l'embryon se développerait par l'application d'un programme préétabli contenu dans les gènes du développement. Depuis quelques années, cette conception purement génétique a dû être modifiée car on a mis en évidence l'influence de facteurs épigénétiques dès le début de l'embryogénèse. La position des cellules au moment de la gastrulation active des gènes vers la différenciation. Ainsi, par exemple, la formation du tube neural primitif se fait à partir de l'ectoderme en fonction de la position des cellules, comme le montre ce schéma à gauche. Il a aussi été montré que les contraintes mécaniques, les déformations subies par les tissus influencent l'expression de certains gènes du développement embryonnaire. On a par exemple montré que lors de la gastrulation, l'invagination du futur mésoderme est produite par une accumulation de myosine. La myosine est une protéine moteur moléculaire qui entraîne une contraction de la surface là où elle est concentrée, comme le montre le schéma à droite. La concentration de myosine est sous la dépendance de gènes appelés twist et snail, dont l'expression est modifiée par les contraintes mécaniques. Alors maintenant, question fondamentale. Comment s'effectue la différenciation cellulaire au cours du développement? En effet, l'organisme humain comporte plus de 200 types de cellules différentes. Cette différenciation, d'ailleurs, a constitué l'une des plus grandes énigmes de la biologie. Pendant la différenciation cellulaire, des cascades de gènes sont exprimées tandis que d'autres sont réprimées. On a montré qu'un arsenal épigénétique de multiples protéines spécifiques régule cette différenciation. Et comme le montre ce schéma à gauche, ces protéines régulatrices se fixent sur des séquences d'ADN au niveau desquelles elles vont activer ou inhiber les gènes. En fait, dans les cellules, l'ADN est impacté dans les chromosomes. Il est enroulé autour de protéines qu'on appelle des histones, sur une longueur d'environ 150 nucléotides, et forme un collier lui-même compacté pour former la chromatine illustrée par ce schéma à droite. Avant qu'un gène ne soit transcrit, la chromatine doit subir une dissociation sous l'action d'enzymes afin de rendre une portion d'ADN accessible. D'autres modifications de l'ADN, de modifications chimiques, acétylation ou méthylation, vont déterminer l'activation ou la répression des gènes. D'ailleurs, chose étonnante, on sait qu'une seule protéine régulatrice de gènes
peut même déclencher la formation d'un organe entier. Ainsi, chez la drosophile, le gène AI va produire une protéine régulatrice qui va déclencher l'expression d'une cascade de 7 gènes pour former l'œil entier. Expérimentalement, l'expression de ce gène AI dans un autre territoire, par exemple une patte de la mouche, va conduire à la formation d'un œil ectopique, comme le montre cette photographie en bas et la flèche verte. Au cours de l'évolution animale, la formation des yeux va continuer de reposer sur le même groupe de gènes qu'on a appelé PAX6 chez les vertébrés, alors que l'œil composé des insectes a fait place à un œil de type caméra chez les vertébrés. Si vous le permettez, je dois passer un court instant sur ce qu'on appelle la mort cellulaire génétiquement programmée au cours de l'embryologie. C'est une composante capitale du développement embryonnaire. On a surnommé cette composante l'apoptose, car elle permet de créer des vides dans le plan du corps ou d'éliminer des cellules qui présentent des défauts. Par exemple, les espaces interdigitaux au niveau du pied ou de la main sont liés à la mort de cellules situées entre les doigts des mains ou des pieds, comme le montrent ces photos à gauche. Au cours du développement du système nerveux, l'apoptose joue un rôle important car elle va éliminer les neurones non fonctionnels, les neurones dépourvus de connexion. Les mécanismes de cette apoptose ont été beaucoup étudiés. Elle peut être déclenchée par 2 voies différentes, soit à partir de la membrane cellulaire, soit à partir des mitochondries, comme l'illustre ce schéma. Dans toutes les cellules animales, ce sont des enzymes protéolytiques appelées caspases qui effectuent la lyse des cellules. Les gènes qui contrôlent cette apoptose au cours du développement ont été étudiés et identifiés chez ce petit ver Nématode C elegans dont nous avons parlé. Le nombre de cellules qui meurent au cours du développement de ce petit ver est toujours le même, de 131 sur les 959 cellules que comportent les vers adultes, et cela sous l'action de 3 gènes que les chercheurs ont identifiés. Je voudrais aborder, pour finir, la commande génétique du développement embryonnaire du système nerveux central chez les vertébrés. Comme le reste du développement embryonnaire, le système nerveux central suit un schéma conservé au cours de l'évolution animale. La neurulation débute dès la troisième semaine par la formation du tube neural primitif à l'origine du système nerveux central. Cette corde dorsale ici indiquée en bas, d'origine mésodermique, envoie à l'ectoderme, situé au-dessus d'elle, en position dorsale, des signaux inducteurs qui entraînent la différenciation d'une partie des cellules ectodermiques en cellules précurseurs du tissu nerveux. Ces cellules vont former un épaississement sur la ligne médiane ou plaque neurale, développement directement lié à leur position, donc encore phénomène épigénétique. Cette plaque va se déprimer en gouttière dont les lèvres vont se fusionner sur la ligne médiane pour donner à la fin de la 4e semaine le tube neural primitif que vous voyez indiqué sur ce schéma. Ce tube neural présente une organisation à la fois crânio-caudale et dorso-ventrale. L'organisation crânio-caudale se caractérise par la croissance privilégiée du pôle céphalique et l'apparition de subdivisions
transversales qu'on a appelées les neuromères, sous l'action d'un groupe de gènes qu'on a surnommé les gènes OTX et GBX. Simultanément, 3 inflexions vont délimiter 3 territoires contigus, le proencéphale ou cerveau antérieur, le mésencéphale ou cerveau moyen et le rhombencéphale ou cerveau postérieur que vous voyez ici schématisé. Chacun de ces territoires est subdivisé en neuromères, comme le montre ce schéma. L'invention par la nature du tube neural a été fondamentale pour l'évolution du système nerveux jusqu'à celui de l'homme, car il a permis une augmentation progressive de la surface cérébrale, donc des capacités cognitives. Homo sapiens a ainsi acquis 2 mètres carrés de surface corticale, car la surface corticale est très plissée, soit un volume cérébral de 1300 cm3. Cette évolution est liée aux duplications des gènes homéotiques du système nerveux. Malheureusement pour l'homme, l'évolution des capacités morales ne s'est pas faite parallèlement aux capacités cognitives, ce qui explique que nous vivons dans un monde chaotique, et ça n'est pas terminé. Alors que l'empathie est courante dans le monde animal. Mais comment un simple tube de cellules précurseurs peut-il produire une telle diversité de structures cérébrales? C'est l'organisation en neuromères qui a permis récemment de répondre à cette question. Nous avons vu que les gènes homéotiques chez la drosophile, les 4 groupes de gènes OX chez les vertébrés, mettent en place des segments distincts qui donneront la tête, le thorax et l'abdomen. Or, récemment, dans les années 1980, on a établi une correspondance entre cette segmentation embryonnaire et les débuts du développement cérébral par l'existence de neuromères sous l'action de gènes homéotiques. Par exemple, les gènes OTX1 et OTX2 pour le développement du cerveau antérieur. La neurogénèse est intense pendant les 3 premiers mois du développement. Chez l'embryon humain, les 12 premières semaines, il se forme à chaque minute près de 250 000 nouveaux neurones. Mais simultanément, l'apoptose, ou mort cellulaire programmée, sous commande génétique, permet la régulation régionale des neurones et l'on estime ainsi qu'au moins la moitié de ces neurones vont mourir au cours de l'embryogénèse chez l'homme. Je m'excuse pour la densité de la présentation, mais je ne voulais pas que ce soit trop long. Et donc, pour conclure, je dirais que le développement des êtres humains est étroitement intégré dans celui de tous les êtres pluricellulaires, y compris les insectes. Et un petit nombre de gènes seulement est impliqué dans l'embryogénèse et agit en cascade. L'essentiel des différences entre les êtres pluricellulaires réside dans les mécanismes complexes de la régulation de l'expression des gènes que j'ai essayé d'aborder avec vous. C'est pourquoi plus de 80% de l'ADN est consacré à cette régulation des gènes. Aujourd'hui, je voulais vous faire prendre conscience de ce que nous sommes biologiquement, ce qui nous amène à nous concevoir ainsi qu'à envisager autrui sous un jour tout à fait nouveau, car nous sommes complètement intégrés dans cette évolution des êtres pluricellulaires du monde animal. Je vous remercie tous de m'avoir écouté.
Merci Philippe Mikhaïlov pour cette brillante présentation. Nous aurons beaucoup de temps pour des questions, je pense qu'il y en aura. Alors finalement, vous nous avez montré que Homo sapiens était finalement pas si lointain de la drosophile ou d'un petit ver nématode à 959 cellules. Mais à l'origine, tout vient de l'œuf. Hein. Comme l'écrivait William Harvey, qui était un médecin anglais du XVIIe, ex ovo nomina, tout vient de l'œuf. Et vous savez qu'aujourd'hui, cette cellule fait l'objet d'intenses recherches dans les laboratoires. Mais aussi, on se lance aussi dans le développement embryonnaire, qui est important, en suivant les lois de la bioéthique, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler entre 1 et 14 jours, puisqu'on estime qu'à partir du 14e jour, le système nerveux de l'embryon peut être sensible à la douleur. Alors, on reviendra peut-être sur cet aspect. Ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de savoir est-ce qu'on peut repousser cette limite. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut travailler sur des cellules vivantes. Hein. Il y a de nombreux laboratoires qui travaillent sur des cellules vivantes, qui peuvent étudier le profil d'expression des gènes et des protéines dans chaque cellule. Alors, j'ai des questions sur à la fois les marqueurs épigénétiques, sur le phénomène d'apoptose, mais aussi sur le phénomène de nécrose que vous n'avez pas abordé. Mais bon, ça revient un peu peut-être à la même chose. Et puis, un autre aspect qui semble important sur le rôle des mitochondries. Alors, d'abord, au niveau des marqueurs épigénétiques, on sait que ces marqueurs sont au niveau des gamètes, ils sont présents et au moment de la fécondation, ils disparaissent. Puis ensuite, au cours du développement, ils réapparaissent. Et ça intéresse beaucoup les chercheurs parce qu'il y a des chercheurs qui cherchent à trouver un code épigénétique. Est-ce que, selon vous, chercher un code épigénétique, ça a un sens ? Les facteurs épigénétiques sont multiples. Oui. Et je ne crois pas qu'il y ait, à l'image du... Il y a un code génétique avec 4 lettres, une correspondance entre les codons et les acides aminés. Mais je ne crois pas qu'il y ait de code épigénétique. Non. Car en fait, qu'est-ce que l'épigénèse ? Ce sont des molécules multiples, acides ribonucléiques, protéines ou molécules plus simples telles que acétyl ou méthyle, qui viennent se fixer sur des gènes, donc une partie d'ADN, sans modifier leur structure. C'est ça l'épigénèse. Et ça n'est pas soumis à un code. Ce sont des actions qui sont multiples, qui ne sont pas codées, qui peuvent se transmettre héréditairement et qui varient d'un tissu à l'autre, d'un organe à l'autre et entre les espèces. L'essentiel des différences entre un insecte et l'homme tient à ces facteurs épigénétiques. Et ces facteurs épigénétiques sont déterminés par cet ADN non codant qu'on appelait ADN poubelle. Et bien sûr, il y a des règles dans l'intervention de ces facteurs épigénétiques, mais pour l'instant, on ne peut pas mettre en évidence de code précis qui nous permettrait de trouver une clé à ces phénomènes. D'accord. Et qui nous permettrait d'être des apprentis sorciers, contrairement au code génétique. Ouais. Ma deuxième question concerne, dans le développement embryonnaire, le rôle de l'apoptose, hein, c'est-à-dire le suicide programmé, et la nécrose.
Est-ce que on sait exactement qu'est-ce qui est à l'origine de la nécrocellulaire qui se manifeste? Je crois qu'il ne faut pas trop faire de différence entre apoptose et nécrose. Parce que l'apoptose, c'est une mort cellulaire génétiquement programmée. Elle est fondamentale au cours du développement embryonnaire. Et elle est génétiquement déterminée. Je vous ai donné l'exemple de la main et des pieds qui, au départ, sont palmés et qui, de façon génétique, entraînent la mort cellulaire des espaces interdigitaux de façon à ce qu'on ait chez le nouveau-né des doigts et des doigts de pied individualisés. Or, cette mort cellulaire programmée, elle est fondamentale pour tous les tissus et pour tous les organes au cours du développement embryonnaire. Je n'ai pris que cet exemple, mais dans tout organe qui se développe, il y a un grand nombre de cellules qui vont être soumises à cette apoptose, et notamment dans le système nerveux. D'accord. La troisième question concerne le rôle des mitochondries dans le développement embryonnaire. Ce sont des organes indispensables pour la respiration ou la mort cellulaire. Et les mitochondries possèdent leur propre génome. Et on s'aperçoit que la disparition des mitochondries paternelles est importante pour garantir le développement harmonieux de l'embryon. Bon, alors, Monsieur le Président, vous soulevez une question qui m'a passionné depuis longtemps. Lorsqu'un spermatozoïde pénètre un ovule, les mécanismes de mort cellulaire sont organisés de telle façon que le spermatozoïde perd ses mitochondries. Tout à fait. Donc, nous sommes tous équipés de mitochondries qui sont uniquement d'origine maternelle. Ces mitochondries possèdent un génome. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on étudie les origines de la vie, on démontre que dans les débuts de la vie, les premières cellules nucléées n'avaient pas de mitochondries. Et c'est au cours, il y a environ 2,5 milliards, 3 milliards d'années, qu'on a démontré qu'une bactérie est venue envahir le cytoplasme de ces cellules et que c'est ainsi qu'a pu commencer la vie aérobie et la production d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ces mitochondries, ces bactéries, en rentrant dans le cytoplasme, se sont dépouillées d'une grande partie de leur génome qui est passée dans le noyau. La seule partie du génome qui soit restée dans les mitochondries concerne le mécanisme de fonctionnement de ces mitochondries, c'est-à-dire leur métabolisme et la fabrication des protéines de leur membrane. Donc ces mitochondries sont tout à fait particulières. Alors elles interviennent directement dans le mécanisme de la mort cellulaire. Et d'ailleurs, elles interviennent directement dans le mécanisme qui, malheureusement, nous fait vieillir quand nous vieillissons, parce que nous avons, pour des raisons métaboliques complexes, nous perdons nous perdons des cellules parce que nos mitochondries meurent et disparaissent. Et ça sous l'influence de nombreux facteurs. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Bon, je vais passer la parole au niveau des questions. Oui. De la salle. Merci.
Oui, c'est pour avoir Très bonne question. c'est pour avoir un éclaircissement. Parce que pour moi, les parties non codantes, par définition, ne codent pas. Or, vous avez dit qu'elles étaient à l'origine de protéines régulatrices, ce qui sous-entendrait qu'elles codent pour des protéines. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un petit peu? Alors, quand on parle d'ADN codant et d'ADN non codant, quand on parle d'ADN codant, c'est la partie de l'ADN qui va coder pour des gènes. Ces gènes qui sont des segments d'ADN qui correspondent à 2% d'ADN. ADN, les gènes sont responsables de la fabrication des protéines qui constituent tous les tissus et toutes les cellules. L'ADN non codant, lui, en fait, il va fabriquer des acides ribonucléiques interférents ou des micro-ARN et des protéines régulatrices de gènes. Donc, on dit qu'il est non codant parce qu'il ne code pas pour des protéines fabriquées par les gènes, mais en réalité, cet ADN fabrique des ARN et des protéines régulatrices de gènes. Des ARN, ça c'est normal, mais les protéines, alors je ne comprends pas, puisqu'à partir de ce moment-là, ils ont le même code génétique que les autres protéines issues de ce que vous appelez les gènes. Je ne vois pas pourquoi à ce moment-là, on ne pourrait pas qualifier de gènes ces protéines issues des parties non codantes. Parce que ce qu'on appelle les gènes, c'est une dénomination qui est limitée à la production des protéines qui constituent les tissus et les organes. L'ADN non codant, lui, fabrique par l'intermédiaire d'ARN messagers des protéines, exactement selon le même processus. Il doit passer par les ribosomes. On ne peut pas fabriquer de protéines sans passer par les ribosomes. Mais ce ne sont pas des protéines constitutives des tissus et des organes. Ce sont des protéines régulatrices. Et c'est pas moi qui les dénommé ainsi. Oui, ça paraît quand même un peu curieux parce que les gènes codent pour toutes les enzymes, toutes les fonctions, etc. C'est aussi régulateur que ce que vous décrivez. Donc, moi, il y a un problème quand même là, d'épistémologie qui me chagrine, quoi. Je comprends tout à fait votre question, mais on a fait la différence entre l'ADN non codant qui produit des molécules régulatrices et l'ADN codant qui produit des gènes constitutifs des tissus et des cellules. Vous voudriez bien vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Joseph Romieux, physicien. Donc, ce que tu as exposé, c'est infiniment compliqué pour moi. C'est 1000 pages d'un bouquin de biologie que tu nous as raconté en 20 minutes. Alors, la première petite question, ça se rapporte à ta question, Georges. Je suis étonné qu'en tant que professionnel, vous ne fassiez pas de différence entre l'apoptose et la nécrose, alors qu'une nécrose, c'est quand même une chose qui se passe très mal. C'est quelque chose qui est un déroulement anormal, puisqu'il n'y a pas de découpage de la cellule qui meurt, alors que l'apoptose, c'est magnifique comme processus. Bon, mais c'est peut-être... je ne sais pas si tu veux commenter tout de suite. J'ai une deuxième question plus fondamentale. L'apoptose, c'est une mort cellulaire. Donc, elle finit par une nécrose. Ah non, si. Bien sûr, lorsque les espaces interdigitaux se forment, les tissus qui sont entre les doigts de la main ou du pied meurent et elles se nécrosent et elles disparaissent. Non, mais au cours du développement embryonnaire, on n'a pas le mécanisme de la nécrose sans passer au préalable par une apoptose. J'ai cru comprendre en lisant des bouquins pour physiciens que l'apoptose était associée à un découpage en petits morceaux de la cellule qui allait nourrir les voisines, alors que la nécrose, il n'y avait pas ce processus de découpage et ça se passait mal pour l'environnement. Il y avait un déchet
très difficile à éliminer. Au cours du développement embryonnaire, Il n'y a que de l'apoptose. ce qui domine, c'est l'apoptose. Ah ben alors je suis content. Oui, la nécrose serait quelque chose de catastrophique. Voilà, bon, d'accord. Tu es d'accord ou pas? Je vais juste ajouter une chose concernant la nécrose. Chez la drosophile, en tout cas, on a constaté que la nécrose régulait le nombre de cellules reproductrices à l'origine des spermatozoïdes. Voilà, donc la nécrose intérieure. Bon, la deuxième question, elle est relative à un bouquin que j'avais lu il y a une quinzaine d'années, fait par un physicien des matériaux, donc infiniment loin de ton environnement, et qui arrivait à démontrer que la forme du développement embryonnaire était à 99% due aux lois de la mécanique. Tu en as parlé des lois de la mécanique, mais il ramenait tout ça aux lois de la mécanique. Donc, les lois de la mécanique, c'est quelque chose qui est propre à l'univers dans lequel on vit, d'accord? Alors que les lois que tu nous as montrées sont fondées sur l'existence de quelques bases magiques. Alors ma question, c'est, dans notre univers, on ne peut pas échapper aux lois de la mécanique qui déterminent plus ou moins d'une façon importante le développement embryonnaire. En revanche, la chimie, qui est beaucoup plus complexe, pourquoi est-ce que le développement qui s'est déroulé sur Terre, qui se déroule peut-être pas pareil dans d'autres exoplanètes, est fondé sur cette chimie de ces 4 bases? Ah. Je suppose que tu ne le sais pas, alors, mais bon. Non, en fait, il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'effectivement, les contraintes mécaniques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques, interviennent dès le début du développement embryonnaire. La position des cellules ectodermiques va déterminer la différenciation de ces cellules en cellules neurologiques et pour former la corde dorsale. Au cours de la gastrulation, lorsque on atteint le stade de la morula, ce sont les contraintes mécaniques qui vont différencier le trophoblaste de l'embryon. Donc ces contraintes mécaniques, on ne les connaissait pas il y a encore une vingtaine d'années. Elles sont fondamentales dès le début du développement embryonnaire. Et elles continuent d'intervenir tout au cours du développement embryonnaire. Alors, deuxième question, pourquoi a-t-on 4 lettres, vit-on sur 4 lettres de l'alphabet? Je crois d'abord qu'il faut rappeler que la nature est très flemmarde. Elle n'invente rien. Lorsque elle a mis au point, au début de la vie, l'utilisation des 20 acides aminés, il existe des dizaines et dizaines d'acides aminés, elle en a retenu 20, tous de type lévogir, et qu'ensuite elle a établi une correspondance entre ces acides aminés et les codons par triplet. C'est ainsi qu'est apparu l'acide ribonucléique, qui a probablement été, dès le départ, à l'origine des premières cellules vivantes avant l'ADN. La nature, ensuite, n'a pas changé. Tous les êtres vivants ont adopté ce système des 4 lettres de l'alphabet, les mêmes 4 lettres. Donc, est-ce que sur une exoplanète, un autre système peut exister? Je crois que c'est tout à fait possible. Mais s'il existe, il y aura un code génétique. Ça ne sera peut-être pas les mêmes acides aminés, il y en aura peut-être plus. Ça sera différent, mais en tout cas, il y aura un code génétique. On ne peut pas imaginer des êtres vivants sans un code précis. Quant à la nature, j'ai essayé de vous le montrer au cours de mon exposé, elle n'invente rien. Elle n'invente rien, elle n'a pas d'imagination inventive. Elle continue son rythme de développement depuis l'origine de la vie sans innover quoi que ce soit.
commencé quand même par inventer. Elle a commencé par hasard. Elle a commencé par hasard, par processus biochimique, sans avoir l'idée qu'elle inventait la vie. Elle a commencé par hasard. La vie s'est développée par hasard. Elle se développera probablement dans d'autres systèmes planétaires par hasard, parce que les conditions biochimiques et physiques de la naissance de la vie sont là. Elle a commencé par un système très simple et ça fait plus de 3 milliards d'années qu'elle vit sur ce système très simple. Elle ne nous a pas, malheureusement, mis en place un cerveau avec des qualités morales, des capacités cognitives qui feraient que sur Terre, on vivrait des vies idéales, alors que nous avons tous... Oui, mais l'évolution ne se fait pas pour l'instant. Non, l'évolution n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Mais elle se fait sur ces bases qui existent. Mon cher Michel Mikhaïlov, merci de cet exposé condensé qui au moins a le mérite de nous faire vivre la complexité extraordinaire de notre je dis nature, de notre nature. Mais tout de suite, le mot nature m'interroge parce que vous nous faites faire un saut considérable qu'en parlant de la nature, vous nous montrez la drosophile et avec quelques étages, l'Homo sapiens. Alors, peut-on dire que la nature de la drosophile est de même nature que la nature de l'Homo sapiens? Voilà. Donc, dans le titre de votre exposé, vous posez un problème que vous ne traitez pas et que vous voulez-vous le traiter ou non? La nature de l'Homo sapiens sur la même série, nature de la drosophile à l'Homo sapiens. Ou est-ce que c'est une entourloupette ou non? Voilà. Bon, question. Bon, Père Bertrand, votre question, en fait, elle est la suivante. Si l'évolution animale s'était faite depuis le petit ver nématode, en passant par la drosophile, les souris, tous les animaux, jusqu'à Homo sapiens, sans apparition de la conscience, à ce moment-là, je pourrais vous répondre, il n'y a pas de différence. À mon avis, ce qui fait la différence, c'est que dans l'évolution de ce tube neural, parce que c'est ce que la nature a inventé de fondamental, c'est ce tube neural qui est apparu, qui s'est développé et qui a permis l'augmentation du volume cérébral. Quand on étudie l'évolution des hommes primitifs au point de vue volume cérébral, on se rend compte qu'il a augmenté progressivement sur 7 ou 8 millions d'années. Donc, s'il n'y avait pas eu l'apparition de la conscience sous l'effet de l'augmentation du volume cérébral, donc des capacités cognitives, on pourrait dire qu'il n'y a aucune différence entre le ver, l'insecte et l'animal. Mais ça n'est pas le cas. Or, cette conscience, elle est apparue, elle existe chez certains animaux, et la conscience de l'univers qui nous entoure et qui a fait qu'on a inventé l'idée de Dieu, c'est une conscience qui a dû apparaître il y a environ 1,5 million d'années. On sait que Homo habilis, qui a précédé Homo sapiens, qui vivait il y a 2 millions d'années, qui chassait, n'avait probablement pas conscience de l'univers qui l'entourait. Cette conscience, elle a dû apparaître chez Homo erectus, qui a inventé la façon de faire du feu, qui a eu des déplacements
sur très longue distance parce qu'il a su s'orienter. Donc cette conscience est apparue il y a à peu près 1,5 million d'années. À partir de ce moment-là, il a dû se demander ce qu'était cet univers qui nous entourait, et cela a entraîné cette apparition de l'art pariétal, du symbolisme, des rites funéraires, la mythologie des dieux. Et je crois que c'est à cause de ça que est apparue cette différence, et que effectivement on peut se poser la question que vous posez. Mais c'est le développement de cette conscience qui a interrompu cette chaîne où on ne se posait pas de questions sur l'univers qui nous entourait. Et là, l'évolution du tube neural est quelque chose de fondamental, et je crois que cette évolution n'est pas terminée. Je peux dire un mot encore ? Oui. Donc, c'est ce que je voulais obtenir de vous, pour nous tous, n'est-ce pas ? C'est que dans la nature, il y a vraiment c'est un mot complexe qui englobe et ce qui relève de la génétique, c'est-à-dire le corps, qui est un admirable montage dont vous n'avez montré que le premier étage, c'est-à-dire l'embryon. Après, ça donne des complications de plus en plus, jusqu'à ce tube neural, jusqu'à la cognitivité qui appartient à l'homme, mais qui appartient à l'homme de façon spéciale par rapport au tube neural des animaux, qui est aussi un tube neural, les vertébrés. Donc, ce qui est important, c'est que vous indiquiez, à partir d'un certain développement génétique, l'apparition de la conscience. Voilà. Donc, il faut se rendre compte, je dirais seulement ça, que c'est cette conscience qui nous permet d'être aujourd'hui rassemblés autour de vous pour remonter des milliards d'années, pour passer de la drosophile à l'homo sapiens. Alors c'est ce point de vue du sujet qui contemple ce que nous sommes ici, cette évolution, qui est un élément de cette conscience que vous avez eu, je pense, l'amabilité et la sagesse de décrire, dont vous avez suscité l'attention à cette conscience parmi nous. Merci. Merci Pierre Bertrand. Mais moi, ce que je regrette, et c'est pour ça que j'ai fait cet exposé, c'est que ce n'est pas le développement de ces capacités cognitives, intellectuelles, qui va continuer, qui va permettre au monde des vivants de devenir, je dirais, moral et raisonnable. Parce que l'histoire montre qu'il n'y a aucune moralité dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça, je le regrette profondément. Et malheureusement, si la nature avait été guidée par une puissance qui nous échappe, je pense que celui qui l'aurait guidée aurait dû développer les connaissances cognitives avec les capacités morales. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc je lui fais un reproche. Gérard Pajonc, les molécules d'ADN sont des molécules quand même extrêmement compliquées qui mettent en jeu 5 atomes et qui les combinent de la façon brillante dont tu nous as relaté les propriétés. Alors, ma question, c'est une question de perspective. Pour le moment, est-ce qu'on a réussi à avancer dans la synthèse de l'ADN? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer de toutes pièces, avec les manipulations génétiques, une nature artificielle?
Première question, Gérard, en tant que chimiste, tu dois savoir que avec beaucoup de difficultés, on parvient à synthétiser l'acide ribonucléique. Et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir réussir la synthèse de l'ADN. Mais c'est pas parce qu'on bricole l'ADN. À l'intérieur de l'ADN, on peut déjà remplacer une base par une autre. Ça a été fait expérimentalement. Mais ça n'est pas ces synthèses chimiques qui nous permettent de créer la vie. Et la vie artificielle, pour l'instant, créer une cellule vivante artificiellement, pour l'instant, c'est un but qu'on n'a pas encore pu atteindre. On approche par l'intermédiaire on met des vésicules de lipides, des liposomes dans lesquels on fait rentrer des molécules d'ADN ou du matériel de l'acide ribonucléique. On arrive à les faire se multiplier, mais on est loin d'être capable de créer vraiment une cellule vivante. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais on est encore dans l'incapacité de le faire, oui. Oui, Jean-Daniel Grange. J'aimerais vous demander, Philippe, comment intervient le processus de méthylation dans la biochimie de l'épigénétique. Ce terme est souvent associé, méthylation, mais au fond, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ce sont le méthyle, c'est une molécule très simple, CH3. L'acétyle, c'est aussi une molécule très simple. Elle se fixe sur des gènes, comme ces protéines, comme les ARN interférents ou les micro-ARN. Elle se fixe sur des morceaux de gènes. Et en se fixant, sans changer la structure des gènes, le méthyle, elle inhibe la fonction des gènes. Et on sait maintenant que ça peut être transmis héréditairement. Vous avez, je pense, vous savez qu'il y a des modifications épigénétiques qui se transmettent héréditairement. Par exemple, la tolérance au lactose est apparue il y a quelques milliers d'années, quand l'homme s'est sédentarisé, par mécanisme épigénétique, par des molécules qui se sont fixées sur des portions d'ADN. On sait qu'il y a à peu près 30 ou 40 000 ans, dans certaines contrées, du fait des climats, la couleur de la peau, la couleur des cheveux a changé par mécanisme épigénétique. Pour vous donner un autre exemple, des populations qui vivent en haute altitude au Tibet, on a mis en évidence que par mutation épigénétique, elles ont modifié leur hémoglobine et qu'elles ont acquis une adaptation à la haute altitude. On sait aussi qu'en Afrique, certains Africains sont devenus relativement résistants aux attaques du paludisme parce qu'il y a eu des mutations d'origine épigénétique qui ont modifié la structure de la membrane de leurs globules rouges. Il y a toute une série ainsi de modifications qui peuvent se faire par fixation de ces molécules qui peuvent se transmettre héréditairement. Mais cette hérédité n'est pas définitive parce qu'à la longue, elle peut s'estomper. Jacques Vignal. D'abord, félicitations, Philippe. Je connaissais bien ta conférence. Je suis très intéressé par l'apoptose dont nous as parlé. Et je voulais savoir, dans le domaine des malformations cérébrales qui posent problème, si on a essayé d'analyser la partie qui pouvait revenir à cette apoptose des cellules neurologiques, s'il y avait des travaux en cours là-dessus. Voilà.
Jacques, le mécanisme des malformations congénitales passionne beaucoup les embryologistes et les pédiatres. C'est un mécanisme qui est encore extrêmement compliqué puisqu'il a des causes génétiques, mais aussi des causes externes. On sait qu'un certain nombre de facteurs externes, alimentation, environnement, peuvent déterminer ces malformations congénitales. Et on sait par exemple que le virus du Zika, dont vous avez entendu parler, entraîne des malformations neurologiques telles chez certains nouveau-nés qu'on préconise leur avortement. Mais le mécanisme exact est compliqué et empêcher ces malformations congénitales d'apparaître, c'est très difficile une fois que les conditions ont été créées pour qu'elles apparaissent. Donc il existera toujours des malformations neurologiques, des malformations cardiaques, et malheureusement, on est assez démunis pour les prévenir. Oui, Jean-Marc Goyer, pourquoi, à votre avis, la reproduction chez les vertébrés ne se fait que par voie sexuée, alors que quand on regarde le règne végétal, parmi les groupes les plus évolués, les deux voies existent, c'est-à-dire à la fois la voie sexuée et la voie végétative. C'est à Georges que j'aimerais bien poser cette question. J'ai montré que pour l'apparition des plantes à fleurs, il est probable que la multiplication végétative a joué un rôle très important. C'est quand même un phénomène extraordinaire qu'un bout de feuille, un bout de tige, un bout de racine est capable de régénérer toutes les parties qui lui manquent et de reconstituer un organisme. Le seul problème, c'est que ça va être la même constitution génétique. Donc, je pense qu'il fallait aussi que la sexualité intervienne. Sinon, ça n'aurait pas pu aller, phylogénétiquement parlant, ça n'était pas viable. Bien, je vais prendre la parole pour terminer par deux observations. La première, à quoi ressembleront nos descendants dans 1 million d'années et plus? Alors, on va aborder encore dans le développement embryonnaire les lois de la biophysique. Et on sait qu'il y a des écoulements cellulaires qui se produisent. Et une modification du code génétique n'entraîne aucune modification de ces écoulements. Ça va se traduire simplement par des rétrécissements ou des allongements d'organes. Dans ce développement embryonnaire, le cerveau joue un rôle important. On a vu au point de vue évolutif que ce cerveau augmentait de volume. Donc, dans un embryon, ce cerveau, il va jouer le rôle d'un ballon de baudruche. Et il va appuyer de plus en plus sur les organismes en formation et il va modifier ces organismes. C'est-à-dire que dans 1 million d'années et plus, nos descendants auront une tête plus grosse, auront un nez plus petit, des yeux plus petits, des bouches plus petites, des dents peut-être en moins. Alors, aura-t-il plus des capacités morales? Ça, je ne sais pas. Mais donc, voilà l'évolution. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est un rapport entre intelligence et énergie dépensée. Quand on est à l'âge de pierre, l'homme moyen disposait d'environ 4000 calories pour fabriquer ses outils, fabriquer ses vêtements, fabriquer du feu. Aujourd'hui, l'Américain moyen dispose d'à peu près 230 000 calories pour se nourrir, conduire sa voiture, écouter la télévision, faire d'autres choses, c'est-à-dire 60 fois plus. Est-il 60 fois plus heureux? Bien, juste avant...
Juste avant de terminer, je rappelle que nous avons pour les membres du bureau une réunion le plus tôt possible à l'entresol. Et je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous aurons un sujet très intéressant sur un génial physicien, Ettore Majorana. Voilà. Donc à la semaine prochaine. C'est pas de ça dont je veux te parler. La méthylation. J'ai travaillé là-dessus, de manière totalement indépendante à un niveau. Alors j'ai étudié une vaste famille de produits végétaux qu'on appelle les polyphénols. Or, il y a une loi, c'est que les polyphénols, par définition, ils ont plusieurs fonctions OH. Or, félicitations, mais s'il vous plaît, j'étais en train de parler, je veux seulement lui dire qu'il y a eu tellement d'interventions que je me suis dit. Voilà. Bon, donc, or, il se trouve que ces hydroxyles, ces phénols, disparaissent chez les végétaux parce qu'ils sont méthylés. Et qu'on a affaire dans la même famille à l'apparition de dérivés méthylés avec une méthyltransférase irréversible, c'est-à-dire que quand le méthyle est fixé,